Le fait marquant des États-Unis est la liberté d'expression, dans la mesure où ce pays est exceptionnel, dans la mesure où nous avons le premier amendement de la Déclaration des droits. Nous avons la liberté de conscience, nous pouvons dire ce que nous pensons vraiment. Il n'y a pas d'exception pour les discours de haine. Ce n'est pas parce que vous détestez ce que pense quelqu'un d'autre que vous pouvez l'obliger à se taire, car nous sommes des citoyens, pas des esclaves. Mais ce droit fondamental qui fait de ce pays ce qu'il est, ce droit dont découlent tous les autres droits, disparaît à grande vitesse face à la censure. La censure moderne ne ressemble en rien au régime de censure des pays et des époques précédentes. Notre censure est influencée par la lutte contre la désinformation et la malinformation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont omniprésents. Et bien sûr, ils ne font aucunement référence à la question de savoir si ce que vous dites est vrai ou non. En d'autres termes, vous pouvez dire quelque chose qui est factuellement exact et cohérent avec votre propre conscience. Et ça a toujours été ainsi auparavant en Amérique. Vous avez le droit absolu de dire ces choses. Mais parce que quelqu'un ne les aime pas ou parce qu'elles ne conviennent pas au plan des personnes au pouvoir, elles peuvent être dénoncées comme de la désinformation. Et vous pouvez être privé de vos droits de les exprimer, que ce soit en personne ou en ligne. En fait, exprimer ces choses peut devenir un acte criminel et nous en sommes là. Il est important de savoir que le secteur privé n'est pas le seul à agir de la sorte. Ces efforts sont dirigés par le gouvernement américain que vous payez et qui vous appartient, du moins en théorie. C'est votre gouvernement, mais il vous prive de vos droits à vive allure. La plupart des gens le comprennent intuitivement, mais ils ne savent pas comment cela se passe. Comment la censure se produit-elle? Quels en sont les mécanismes? Mike Benz est, nous pouvons l'affirmer avec une certaine confiance, l'expert mondial en la matière. Mike Benz était responsable de la cybernétique au département d'État. Il est aujourd'hui directeur exécutif de la Fondation pour la liberté en ligne. Et nous allons avoir une conversation avec lui sur un type de censure très spécifique. Nous ne saurions trop vous recommander de lire Mike Benz si vous voulez savoir comment cela se passe. Mais aujourd'hui, nous voulons juste parler d'un type spécifique de censure et cette censure émane du légendaire complexe militaro-industriel de notre industrie de la défense et de l'établissement de la politique étrangère à Washington. C'est d'autant plus important que nous sommes à l'aube d'une guerre mondiale. On peut donc s'attendre à ce que la censure augmente considérablement. Sur ce, voici Mike Benz, directeur exécutif de la Fondation pour la liberté en ligne. Mike, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Je ne saurais trop insister auprès de votre auditoire sur l'exhaustivité de vos connaissances sur ce sujet. C'est presque incroyable. Pourriez-vous nous expliquer comment les responsables de la politique étrangère, les entreprises de défense, le ministre de la Défense et toute la constellation d'institutions liées à la défense et financées par des fonds publics nous privent de notre liberté d'expression ? Bien sûr, vous savez, l'une des façons les plus simples de commencer l'histoire est de parler de la liberté sur Internet et de son passage à la censure. Parce que la liberté d'expression sur Internet a été un instrument d'État, presque dès le début de la privatisation de l'Internet en 1991. Nous avons rapidement découvert, grâce aux efforts du département de la Défense, du département d'État et de nos services de renseignement, que les gens utilisaient l'Internet pour se rassembler sur des blogs et des forums. Et la liberté d'expression a été défendue plus que quiconque par le Pentagone, le département d'État et notre sorte d'architecture de blob d'ONG et de la CIA comme un moyen de soutenir les groupes dissidents dans le monde entier afin de les aider à renverser les gouvernements autoritaires, comme on les appelait en quelque sorte. Essentiellement, la liberté d'expression sur Internet a permis des opérations instantanées de changement de régime afin de faciliter l'agenda du département d'État de l'établissement de la politique étrangère. Google en est un excellent exemple. Google a été créé grâce à une subvention de la DARPA par Larry Page et Sergey Brin, alors qu'ils étaient encore doctorants à Stanford. Ils ont obtenu leur financement dans le cadre d'un programme conjoint de la CIA et de la NSA visant à déterminer comment, je cite, « les oiseaux de même plumage se rassemblent en ligne grâce à l'agrégation des moteurs de recherche ». 1 an plus tard, ils lançaient Google et devenaient rapidement des entrepreneurs militaires. Ils ont obtenu Google Maps en achetant un logiciel satellite de la CIA essentiellement et la capacité d'utiliser la liberté d'expression sur Internet pour contourner le contrôle de l'État sur les médias dans des endroits comme l'Asie centrale et partout dans le monde. Et c'était considéré comme un moyen de faire ce qui se faisait auparavant dans les bureaux de la CIA ou dans les ambassades ou les consulats d'une manière qui a été totalement accélérée. Et
Et toutes les technologies de liberté d'expression sur l'Internet ont été créées à l'origine par notre État de sécurité nationale. Les VPN, réseaux privés virtuels pour cacher votre adresse IP, visiter le dark web pour pouvoir acheter et vendre des biens de matière anonyme et pour mettre fin aux discussions cryptées. Toutes ces choses ont été créées à l'origine comme des projets de la DARPA ou comme des projets conjoints de la CIA et de la NSA afin d'aider les groupes soutenus par les services de renseignement à renverser les gouvernements qui posaient problème à l'administration Clinton, à l'administration Bush ou à l'administration Obama. Ce plan a fonctionné comme par magie de 1991 à 2014 environ, date à laquelle la liberté de l'Internet et son utilité ont commencé à être remises en question. Le point culminant de ce moment de liberté d'expression sur Internet a été le printemps arabe de 2011 et 2012, lorsque les choses se sont passées une à une. Tous les gouvernements adversaires de l'administration Obama, l'Égypte, la Tunisie, ont commencé à être renversés par des révolutions par le biais de Facebook et Twitter. Le département d'État a travaillé en étroite collaboration avec les entreprises de médias sociaux afin de maintenir les médias sociaux en ligne pendant ces périodes. Jared Cohen, de Google, a passé un coup de fil célèbre à Twitter pour lui demander de ne pas effectuer la maintenance prévue afin que le parti d'opposition préféré en Iran puisse utiliser Twitter pour remporter l'élection. La liberté d'expression était donc, dès le départ, un instrument de l'État de sécurité nationale. Toute cette architecture, toutes les ONG, les relations entre les entreprises technologiques et l'État de sécurité nationale ont été établies depuis longtemps pour la liberté. Mais en 2014, après le coup d'État en Ukraine, il y a eu un contre-coup inattendu où la Crimée et le Donbass se sont séparés, essentiellement avec un soutien militaire auquel l'OTAN n'était pas du tout préparé à l'époque. Ils ont eu une dernière chance, le vote sur l'annexion de la Crimée en 2014. Et lorsque les cœurs et les esprits des habitants de la Crimée ont voté pour rejoindre la Fédération de Russie, ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase du concept de liberté d'expression sur Internet aux yeux de l'OTAN, qui estimait que la nature fondamentale de la guerre avait changé à ce moment-là. L'OTAN a alors déclaré ce qu'elle a d'abord appelé la doctrine Gerasimov, du nom du général de l'armée russe qui, selon elle, aurait prononcé un discours selon lequel la nature fondamentale de la guerre avait changé. Il n'est pas nécessaire de gagner des escarmouches militaires pour s'emparer de l'Europe centrale et orientale. Il suffit de contrôler les médias et l'écosystème des médias sociaux, car ce sont eux qui contrôlent les élections. Et il suffit de mettre au pouvoir la bonne administration pour qu'elle contrôle l'armée. Il est donc moins coûteux que de mener une guerre militaire, de simplement mener une opération politique organisée, une opération d'influence sur les médias sociaux. Le Pentagone, le ministère britannique de la Défense à Bruxelles, ont créé une infrastructure de guerre politique organisée, initialement stationnée en Allemagne et en Europe centrale et orientale, pour créer des zones tampons psychologiques afin de permettre aux militaires de travailler avec les entreprises de médias sociaux pour censurer la propagande russe ou les groupes populistes de droite en Europe qui montaient en puissance à l'époque en raison de la crise de l'immigration. Ainsi, notre département d'État et le Pentagone ont systématiquement ciblé des groupes tels que l'AfD, une alternative pour l'Allemagne, et des groupes en Estonie, en Lettonie et en Lituanie. Lorsque le Brexit s'est produit en 2016, il s'agissait d'un moment de crise où, soudainement, il n'avait plus à s'inquiéter uniquement de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est. L'idée d'un contrôle russe sur les cœurs et les esprits se dirigeait vers l'Ouest. C'est le Brexit en juin 2016. Le mois suivant, lors de la conférence de Varsovie, l'OTAN a officiellement modifié sa charte pour s'engager expressément à monter des guerres hybrides dans le cadre de cette nouvelle capacité de l'OTAN. Ils sont donc passés de 70 ans de chars d'assaut à cette capacité explicite de censurer les tweets s'ils étaient considérés comme des mandataires de la Russie. Et encore une fois, il ne s'agit pas seulement de propagande russe, il s'agissait de groupes Brexit ou de groupes comme Matteo Salvini en Italie, en Grèce, en Allemagne ou en Espagne par le parti Vox. À l'époque, l'OTAN publiait des livres blancs affirmant que la plus grande menace à laquelle elle était confrontée n'était pas une invasion militaire de la Russie, c'est la perte de 2 élections nationales en Europe. Et tous ces groupes populistes de droite qui, parce qu'il s'agissait principalement de mouvements de la classe ouvrière, faisaient campagne sur l'énergie russe bon marché à un moment où les États-Unis faisaient pression sur cette politique de diversification de l'énergie.
C'est ainsi qu'ils ont avancé l'argument après le Brexit. L'ensemble de l'ordre international fondé sur des règles s'effondrerait à moins que les militaires ne prennent le contrôle des médias, parce que le Brexit donnait lieu à un Frexit en France avec Marine Le Pen, à un Spexit en Espagne avec le parti Vox et à un Italexit en Italie, à une sortie aussi pour l'Allemagne et à un Grexit en Grèce. L'UE se désagrégerait et l'OTAN serait tuée sans qu'une seule balle ne soit tirée. Et non seulement cela, mais maintenant que l'OTAN aurait disparu, il n'y aurait plus d'organes d'exécution pour le Fonds monétaire international, le FMI ou la Banque mondiale. Ainsi, les acteurs financiers qui dépendent de l'état de sécurité nationale seraient pratiquement impuissants face au gouvernement du monde entier. De leur point de vue, si l'armée ne commence pas à censurer l'Internet, toutes les institutions et infrastructures démocratiques qui ont donné naissance au monde après la Seconde Guerre mondiale s'effondreraient. Vous pouvez donc imaginer lorsque Donald Trump a gagné les élections de 2016. Vous venez de raconter une histoire remarquable que je n'ai jamais entendue, expliquée de façon aussi lucide et claire. Mais est-ce que quelqu'un à l'OTAN ou au département d'État a fait une pause et s'est dit « Attendez une seconde, nous venons d'identifier notre nouvel ennemi comme étant la démocratie à l'intérieur de notre propre pays ?» C'est ce que vous dites. Ils craignaient que les peuples, les citoyens et leur propre pays n'obtiennent ce qu'ils voulaient et ils sont entrés en guerre contre cela. Oui, vous savez, il y a une riche histoire à ce sujet qui remonte à la guerre froide. La guerre froide en Europe était essentiellement une lutte similaire contre les cœurs et les esprits des gens, en particulier en Europe centrale et orientale. Vous savez, dans ces sortes de zones tampons soviétiques. Et vous savez, à partir de 1948, l'état de sécurité nationale a vraiment été mis en place. Il y a eu la loi de 1947 qui a créé la CIA. Ce nouvel ordre mondial a été créé avec toutes ces institutions internationales. La déclaration des Nations Unies sur les droits de l'homme de 1948 interdisait l'acquisition de territoires par la force militaire. Il n'est donc plus possible de diriger un gouvernement d'occupation militaire traditionnel comme nous le faisions en 1898 par exemple. Lorsque nous avons pris les Philippines, tout devait passer par une sorte de processus de légitimation politique, c'est-à-dire par une ratification dans le cœur et l'esprit de la population du pays. Souvent, il s'agit simplement de politiciens fantoches qui sont préparés par notre département d'État à devenir des leaders émergents. Mais la bataille pour les cœurs et les esprits a été quelque chose que nous avons longtemps autorisé sur le plan moral, une sorte de laisse, si on peut dire. Et depuis 1948, l'un des parrains de la CIA, George Kennan, 12 jours après que nous ayons truqué les élections italiennes en 1948, en bourrant les urnes et en travaillant avec la mafia, nous avons publié un mémo intitulé « Commencement de la guerre politique organisée », dans lequel il disait « Écoutez, c'est un vieux monde hostile là-dehors. À la CIA, nous venons de truquer les élections italiennes. Nous devions le faire parce que si les communistes gagnaient, il n'y aurait peut-être plus jamais d'élections en Italie. C'est vrai, mais c'est vraiment efficace, les gars. Nous avons besoin d'un département de sale tour pour pouvoir faire ça dans le monde entier. Et c'est essentiellement un nouveau contrat social que nous construisons avec le peuple américain. Parce que ce n'est pas la façon dont nous avons mené la diplomatie auparavant, mais il nous est désormais interdit d'utiliser le département de la guerre. En 1948, le ministère de la guerre également était rebaptisé ministère de la Défense. Ainsi, une fois encore, dans le cadre de cet assaut diplomatique pour le contrôle politique, plutôt que de donner l'impression qu'il s'agit d'un contrôle militaire manifeste, ce qui se passe essentiellement, c'est que nous avons créé ce pare-feu intérieur étranger. Nous avons dit que nous disposions d'un département de sale tour pour pouvoir truquer les élections, contrôler les médias, s'immiscer dans les affaires intérieures de tout ce qui pouvait germer dans les pays. Mais cette sorte de terre sacrée sur laquelle repose la patrie américaine, ils ne sont pas autorisés à y opérer. Le département d'État, le département de la Défense et la CIA ont tous l'interdiction expresse d'opérer sur le sol américain. Bien sûr, c'est tellement loin d'être le cas que ce n'est même pas drôle. Mais cela est dû grâce à un certain nombre d'astuces de blanchiment qu'ils ont développées au cours des 70 ans de leur activité. Mais pour l'essentiel, la création de l'industrie de la censure en Allemagne, en Lituanie, en Lettonie, en Estonie, en Suède et en Finlande n'a pas posé de problème moral au départ. Et un débat plus diplomatique s'est ouvert à ce sujet après le Brexit. Et puis, c'est devenu le cas à plein régime lorsque Trump a été élu et que le peu de résistance qu'il y avait a été balayé par la montée de la saturation du Russiagate. Elle a été balayée par la montée de la saturation du Russiagate qui leur a permis de ne pas avoir à gérer les ambiguïtés morales de la censure de leur propre peuple. Parce que si Trump était un agent russe, il n'y avait plus vraiment de problème traditionnel
constitutionnelle de liberté d'expression. C'était une question de sécurité nationale. Ce n'est qu'après la fin du Russiagate, en juillet 2019, lorsque Robert Mueller s'est étouffé à la barre pendant 3 heures et a révélé qu'il n'avait absolument rien, après 2 ans et demi d'enquête, le passage d'action à l'étranger au national a eu lieu, où ils ont pris toute cette architecture de censure couvrant le DHS, le FBI, la CIA, le DOD, le DOJ. Puis des milliers d'ONG financées par le gouvernement et les entreprises mercenaires du secteur privé ont tous été essentiellement transposés d'un peuple étranger, d'un prédicat étranger, d'un prédicat russe de désinformation à un prédicat de démocratie, en disant que la désinformation n'était pas seulement une menace quand elle vient des Russes, c'est en fait une menace intrinsèque à la démocratie elle-même. Par conséquent, ils ont été en mesure de blanchir toute la boîte à outils du changement de régime de promotion de la démocratie juste à temps pour les élections de 2020. Je veux dire, c'est presque incroyable que cela se soit produit. Mon propre père a travaillé pour le gouvernement américain dans le cadre de la guerre de l'information contre l'Union soviétique. Et vous savez, il a joué un rôle important dans cette guerre. Et l'idée que l'un de ces outils puisse être retourné contre des citoyens américains par le gouvernement américain était, je pense, absolument impensable, je dirais, en 1988. Et vous dites que personne n'a vraiment soulevé d'objection? C'est juste que c'est absolument tourné vers l'intérieur pour manipuler et truquer nos propres élections, comme nous le ferions en Lettonie, par exemple? Oui, eh bien, dès que le prédicat de la démocratie a été établi, vous avez eu cette classe professionnelle d'artistes et d'agents de changement du régime. Ce sont les mêmes personnes qui ont soutenu que nous devons apporter la démocratie en Yougoslavie. Et c'est le prédicat pour se débarrasser de, vous savez, Milosevic ou dans tout autre pays dans le monde où nous renversons essentiellement des gouvernements afin de préserver la démocratie. Eh bien, si la menace démocratique est maintenant d'origine intérieure, alors cela devient, vous savez, et soudainement, ces gens ont tous de nouveaux emplois qui se déplacent du côté américain. Et on peut donner 1 million d'exemples de cela. Mais il y a une chose que vous venez de mentionner, c'est que, de leur point de vue, ils n'étaient tout simplement pas prêts pour Internet. En 2016, les médias sociaux ont atteint une telle maturité qu'ils ont commencé à éclipser les médias traditionnels. Je veux dire que cela a pris beaucoup de temps. Je pense que les gens ont vu cette construction de 2006 à 2016. Mais vous savez, l'Internet 1.0 n'avait même pas de médias sociaux. De 1991 à 2004, les médias sociaux n'existaient pas du tout. En 2004, Facebook est apparu. En 2005, Twitter. En 2006, YouTube. En 2007, le smartphone, etc. Et au cours de cette période initiale des médias sociaux, personne n'obtenait de changement d'abonnés au point de concurrence des médias d'information traditionnels. Mais au fil du temps, même ces voix dissidentes aux États-Unis, bien qu'elles aient pu être fortes, n'ont jamais atteint 30 millions de followers. Elles n'ont jamais atteint 1 milliard d'impressions par an, car un écosystème mature et non censuré a permis aux journalistes citoyens et aux voix indépendantes de surpasser les médias d'information traditionnels. Cela a provoqué une crise massive au sein de notre armée, de notre département d'État et de nos services de renseignement. Je vous en donne un excellent exemple. En 2019, lors d'une réunion du Fonds Marshall allemand, qui est, vous le savez, une institution qui remonte aux États-Unis essentiellement, et je ne veux pas dire corruption, mais essentiellement la projection de soft power économique en Europe dans le cadre de la reconstruction des gouvernements européens après la Seconde Guerre mondiale, pour être en mesure de les payer essentiellement avec des dollars du Fonds Marshall. En retour, il était essentiellement sous notre coupe en ce qui concerne la manière dont il se reconstruisait. Mais le Fonds Marshall allemand a organisé une réunion en 2019. Ils en ont organisé un paquet, franchement, mais là, un général 4 étoiles s'est levé. Il a posé la question, qu'est-ce qui arrive à l'armée américaine? Qu'advient-il de l'état de sécurité nationale lorsque le New York Times en est réduit à une page Facebook de taille moyenne? Il a présenté cette expérience de pensée comme un exemple de la relation centenaire que nous entretenons avec les institutions médiatiques traditionnelles et qui fait de nous des gardiens, des pare-chocs de la démocratie. Ce que je veux dire par là, c'est que nos grands médias ne sont en aucun cas, même depuis le début, indépendants de
l'État de sécurité nationale, du département d'État, du département de la guerre. Les premières sociétés de radiodiffusion, NBC, ABC et CBS, ont toutes été créées par des vétérans de l'Office de l'information de guerre, dans le cadre des efforts déployés par le ministère de la guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. L'opération Mockingbird s'est déroulée des années 1950 aux années 1970. Elles se sont poursuivies avec l'utilisation de la dotation nationale pour la démocratie et la privatisation des capacités de renseignement dans les années 1980 sous Reagan. Il existe toutes sortes de mémos dans la salle de lecture de la CIA que vous pouvez lire, même sur cia.gouv, au sujet de ses relations avec les médias qui se sont poursuivies tout au long des années 1990. Il y a donc toujours eu des relations détournées entre le Washington Post, le New York Times et toutes les grandes sociétés de radiodiffusion. D'ailleurs, Rupert Murdoch et Fox en font également partie. Rupert Murdoch a fait partie de la dotation nationale pour la démocratie en 1983 lorsqu'elle a été créée pour permettre à la CIA de mener ses opérations de manière transparente après que les démocrates ont été très remontés contre la CIA pour avoir manipulé les mouvements étudiants dans les années 1970. Mais pour l'essentiel, il n'y avait pas d'intermédiaire de la CIA pour les journalistes citoyens. Il n'y avait pas de soutien du Pentagone. Il n'était pas possible de tuer un article dans l'œuf. Il n'est pas possible d'avoir une relation de type commandité. Vous ne pouviez pas contrôler l'accès à une personne lambda avec 700 000 followers qui a une opinion sur le gaz syrien. Cela n'a pas été un problème pendant la période initiale des médias sociaux de 2006 à 2014, parce qu'il n'y a jamais eu de groupe dissident suffisamment important pour pouvoir disposer d'un écosystème mature. Toutes les victoires remportées sur les médias sociaux avaient disparu, car l'argent provenait du département d'État, du département de la Défense et des services de renseignement. Mais au fur et à mesure que cette maturité se produisait, on s'est retrouvé dans une situation où, après les élections de 2016, on s'est dit que l'ensemble de l'ordre international risquait de s'effondrer. 70 ans de politique étrangère unifiée, de Truman à Trump, sont sur le point d'être brisés. Et nous avons besoin des mêmes systèmes de contrôle analogiques. Nous devions être en mesure de mettre des pare-chocs sur les mauvaises histoires et les mauvais mouvements politiques à travers ces nouveaux médias, leurs relations et leurs contacts. Et nous devions établir et consolider nos activités au sein des entreprises de médias sociaux. Le Russiagate était l'un des premiers facteurs. Mais après la fin du Russiagate, ils ont utilisé un simple prédicat de promotion de la démocratie. Et cela a donné lieu à cette industrie de censure de plusieurs milliards de dollars qui réunit le complexe industriel militaire, le gouvernement, le secteur privé, les organisations de la société civile et puis cette vaste toile d'araignée d'alliés des mainstream et de groupes de fact-checkers professionnels qui servent de sentinelles qui étudient chaque mot sur Internet. Alors, pouvez-vous nous donner et merci encore pour cette explication presque incroyable de la raison pour laquelle cela se produit, mais pouvez-vous nous donner un exemple de la façon dont cela se passe? Comment, parmi les innombrables exemples que je connais, l'État de sécurité nationale ment à la population, censure la vérité dans la vie réelle? Oui, donc vous savez, nous avons cet organisme du département d'État appelé Global Engagement Center, qui a été créé par un type nommé Rick Stengel, qui s'est décrit lui-même comme le propagandiste en chef d'Obama. Il était sous-secrétaire aux affaires publiques, ce qui correspond essentiellement au rôle de bureau de liaison entre le département d'État et les médias grand public. Il s'agit donc du lien précis où les points de vue du gouvernement sur la guerre, la diplomatie ou l'art de gouverner sont synchronisés avec les médias grand public. Et si je peux ajouter quelque chose à cela, c'est quelqu'un que je connais, Rick Stengel, qui a été journaliste. Et Rick Stengel a présenté publiquement des arguments contre le premier amendement et contre la liberté d'expression. Oh oui, il a écrit un livre entier sur le sujet. Il a publié un article d'opinion en 2019. Il a écrit tout un livre sur le sujet. Et il a fait valoir ce que nous venons d'aborder essentiellement, que la Constitution n'était pas préparée pour l'Internet. Il devait donc se débarrasser du premier amendement. Il s'est décrit comme un absolutiste de la liberté d'expression lorsqu'il était directeur de la rédaction du magazine Time. Et même lorsqu'il était au département d'État sous Obama, il a créé un organisme appelé Global Engagement Center,
qui a été la première opération de censure gouvernementale au sein du gouvernement fédéral. Mais comme il s'agissait d'affaires étrangères, cela ne posait pas de problème. À l'époque, on utilisait la menace prédictive de l'ISIS d'origine intérieure. Il était donc très difficile de s'opposer à l'idée que le département d'État établisse un partenariat de coordination formelle avec toutes les grandes plateformes technologiques des États-Unis. Parce que, vous savez, à l'époque, il y avait ces attaques d'ISIS et on nous disait qu'ISIS recrutait sur Twitter et Facebook. C'est ainsi que le Global Engagement Center a été créé, essentiellement pour que le département d'État s'implique dans les entreprises de médias sociaux afin de les empêcher de créer des plateformes de comptes et de créer une nouvelle technologie appelée traitement du langage naturel. Pour que le département d'État s'implique dans les entreprises de médias sociaux afin de créer des plateformes et de créer une nouvelle technologie appelée traitement du langage. Il s'agit d'une intelligence artificielle, d'un apprentissage automatique, d'une capacité à créer du sens à partir de mots afin de cartographier de tout ce que le monde dit sur Internet et de créer cette vaste topographie de la façon dont les communautés sont organisées en ligne, qui sont les principaux influenceurs, de quoi ils parlent, quels sont les récits qui émergent ou les tendances, et d'être en mesure de créer cette sorte de graphique de réseau afin de savoir qui cibler et comment l'information circule dans un écosystème. Ils ont donc commencé à tracer le langage, les préfixes, les suffixes, les termes populaires, les slogans qu'ISIS utilisait sur Twitter. Quand Trump a gagné l'élection en 2016, tous ceux qui travaillaient au département d'État s'attendaient à des promotions à la Maison-Blanche, au Conseil de sécurité nationale, qui, sous Hillary Clinton, je dois le rappeler aux téléspectateurs, vous savez, a été également secrétaire d'État sous Obama, a en fait dirigé le département d'État. Mais ces gens s'attendaient tous à des promotions. Et le 8 novembre 2016, ils ont été mis au chômage sans ménagement par un candidat qui, selon le New York Times, était donné perdant à 20 contre 1 le jour de l'élection. Lorsque cela s'est produit, ces diplomates du département d'État ont mis à profit leurs compétences particulières pour contraindre les gouvernements à prendre des sanctions contre la Russie à la suite de l'annexion de la Crimée en 2014. Ces diplomates du département d'État ont organisé une tournée internationale pour faire pression sur les gouvernements européens afin qu'ils adoptent des lois sur la censure pour censurer les groupes populistes de droite en Europe et, par effet boomerang, pour censurer les groupes populistes affiliés aux États-Unis. Il y avait donc des gens qui passaient directement du département d'État, par exemple, au Conseil Atlantique, qui était le principal facilitateur entre les gouvernements et la censure gouvernementale. Le Conseil Atlantique est un groupe qui a été l'un des plus grands soutiens politiques de Biden. Il se présente comme le groupe de réflexion de l'OTAN. Il représente donc le sens politique de l'OTAN à bien des égards. Lorsque l'OTAN a des actions sur la société civile qu'elle souhaite coordonner, synchroniser avec une action militaire dans une région, le Conseil Atlantique est essentiellement déployé pour obtenir un consensus, construire et faire en sorte que cette action politique se produise dans une région d'intérêt pour l'OTAN. Le Conseil de l'Atlantic Council compte 7 directeurs de la CIA. Beaucoup de gens ne savent même pas que 7 directeurs de la CIA sont encore en activité, et encore moins tous concentrés sur le conseil d'administration d'une seule organisation. C'est un peu le poids lourd de l'industrie de la censure. Ils reçoivent un financement annuel du ministère de la Défense, du département d'État et de la CIA, comme le Fonds national pour la démocratie. En janvier 2017, le Conseil de l'Atlantique a immédiatement fait pression sur les gouvernements européens pour qu'ils adoptent des lois de censure afin de créer une attaque frontale transatlantique contre la liberté d'expression. Exactement comme Rick Stengel l'avait essentiellement demandé pour que les États-Unis imitent les lois de censure européennes. L'une des façons de le faire était d'obtenir que l'Allemagne passe quelque chose appelé NetzDG en août 2017, qui a essentiellement marqué le début de l'ère de la censure automatisée aux États-Unis. Ce que NetzDG exigeait, à moins que les plateformes de médias sociaux ne veuillent payer une amende de 54 millions de dollars pour chaque discours, chaque message laissé sur leur plateforme pendant plus de 48 heures, qui avait été identifié comme un discours de haine, ils se verraient imposer une amende qui les condamnerait à la faillite lorsque vous totalisez 54 millions de posts par jour. Et le refuge à ce sujet était qu'ils déployaient des technologies de censure basées sur l'intelligence artificielle qui avaient encore été créées par la DARPA pour pouvoir scanner et interdire la parole automatiquement. J'appelle cela des armes de suppression massive. Il s'agit essentiellement de la capacité de censurer des dizaines de millions de messages avec seulement quelques lignes de code. Et la façon dont cela est fait
fait est en fusionnant le domaine de la science avec celui de la censure. Il y a maintenant ce genre de scientifiques politiques et sociaux qui sont des leaders d'opinion et décident ce qui doit être censuré. Et puis il y a les programmeurs, les scientifiques des données informatiques, de la linguistique informatique. Chaque université, il y a plus de 60 universités qui reçoivent maintenant des subventions du gouvernement fédéral pour le faire. La censure, le travail de censure et la préparation de la censure fonctionnent. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils créent ces livres de code du langage que les gens utilisent, et de la même façon qu'ils le faisaient pour l'évaluation d'impact sur la santé. Ils font cela avec le Covid. Ils ont créé ces lexiques Covid de ce que les groupes dissidents disaient sur les mandats, sur les masques, sur les vaccins, sur les personnes de haut niveau comme Tony Fauci ou Peter Daszak, ou l'un de ces VIP protégés par les personnes dont la réputation devait être protégée en ligne. Et ils ont créé ces livres de code, ils ont classifié les choses par récits. Le Conseil de l'Atlantique, par exemple, a participé à ce consortium financé par le gouvernement, un projet appelé Virality, qui a cartographié 66 récits différents dont les dissidents parlaient au sujet de la Covid-19, des origines de la Covid-19, jusqu'à l'efficacité des vaccins. Puis ils ont divisé ces 66 revendications en différentes sous-revendications factuelles. Et puis ils les ont connectées à ces modèles d'apprentissage automatique pour pouvoir avoir une carte de la température mondiale constante de ce que tout le monde disait sur le Covid. Et chaque fois qu'une tendance commençait, et qui était mauvaise pour ce que le Pentagone voulait, ou était mauvaise pour ce que Tony Fauci voulait, ils étaient en mesure de supprimer des dizaines de millions de postes. Ils l'ont fait lors de l'élection de 2020 avec les bulletins de vote postaux. Attendez, je suis désolée, je dois juste dire qu'il y a tellement de choses ici qui sont tellement choquantes. Vous dites donc que le Pentagone, notre Pentagone, le ministère de la Défense des États-Unis, a censuré des Américains pendant le cycle électoral de 2020 ? Oui, ils l'ont fait. Les deux événements les plus censurés de l'histoire de l'humanité à ce jour sont les élections de 2020 et la pandémie de Covid-19. Je vais vous expliquer comment j'en suis arrivée là. Les élections de 2020 ont été déterminées par des bulletins de vote par correspondance. Je ne me prononce pas sur la question de savoir si les bulletins de vote par correspondance étaient ou non une forme de vote légitime, sûre et fiable. C'est un sujet complètement indépendant de mon point de vue et de la question de la censure. La censure des bulletins de vote par correspondance est l'une des histoires les plus extraordinaires de l'histoire américaine. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un complot au sein du département de la sécurité intérieure. Cela nous ramène à ce dont nous parlions à propos du Global Engagement Center du département d'État. Vous avez eu ce groupe au sein du Conseil Atlantique dans l'établissement de la politique étrangère qui a commencé à plaider en 2017 pour la nécessité d'un bureau gouvernemental permanent de censure intérieure pour servir de rempart pour ce qu'ils appelaient le foyer de la société contre l'alliance de désinformation. Cela signifie simplement censure. Mais l'ensemble de leur modèle de société a explicitement proposé que chaque atout de la société soit mobilisé dans un effort de l'ensemble de la société pour mettre fin à la désinformation en ligne. C'était là une menace existentielle pour la démocratie. Et donc ils ont décidé en 2017 que cela devait être centré sur le gouvernement parce que seul le gouvernement aurait le poids et les pouvoirs de menaces coercitifs et l'autorité perçue pour pouvoir dire aux entreprises de médias sociaux ce qu'elles doivent faire, pour pouvoir convoquer une forme d'ONG financée par le gouvernement pour créer cette voie médiatique, pour pouvoir armer une armée artificielle de fact-checkers et pour pouvoir assurer la liaison et relier tous ces différents acteurs de l'industrie de la censure en un ensemble cohérent et unifié. Le Conseil Atlantique a d'abord proposé un plan appelé défense avancée. Ce n'est pas de l'offensive. Il a d'abord proposé de faire fonctionner ce projet à partir du Global Engagement Center du département d'État parce qu'il disposait de nombreux atouts qui se sont révélés très efficaces en matière de censure sur Rick Stengel et sous l'administration Obama. Mais ils ont dit « Oh, nous n'allons pas pouvoir nous en sortir avec ça parce que nous n'avons pas vraiment de prédicat de sécurité nationale et c'est censé être tourné vers l'étranger. Nous ne pouvons pas vraiment utiliser cette approche à moins d'avoir une sorte de prédicat de sécurité nationale. » Ils ont ensuite envisagé de faire siège à la CIA et se sont dit qu'en fait, il y avait deux raisons pour lesquelles ils ne pouvaient pas le faire. La CIA est tournée vers l'étranger. Ils ne pouvaient pas vraiment établir une menace de contre-espionnage pour la ramener à l'intérieur du pays. En outre, ils avaient besoin de dizaines de milliers de personnes impliquées dans cette opération couvrant l'ensemble du modèle de société. Ils ne pouvaient pas vraiment mener une opération clandestine de cette manière. Ils ont donc dit
D'accord, mais qu'en est-il du FBI? Et ils en ont conclu que le FBI serait parfait. C'est un organisme national, mais le problème c'est que le FBI est censé être le bras armé du ministère de la Justice en matière de renseignement et qu'il est fiable. Ils ont fait valoir que ce à quoi ils avaient affaire ici n'étaient pas des actes de violation de la loi, mais qu'il s'agissait essentiellement de soutien à Trump. Ou si un populiste de gauche avait accédé au pouvoir comme Bernie Sanders ou Jeremy Corbyn, je n'ai aucun doute qu'ils auraient fait la même chose au Royaume-Uni. Ils ont ciblé Jeremy Corbyn et d'autres populistes de gauche sceptiques à l'égard de l'OTAN en Europe. Mais aux États-Unis, il n'y avait que Trump. Ce qu'ils ont dit, c'est que le seul autre service de renseignement intérieur que nous ayons aux États-Unis, en plus du FBI, c'est le DHS. Nous allons donc essentiellement nous servir du pouvoir de la CIA, de truquer et de corrompre les médias étrangers, un pouvoir qu'elle possède depuis le jour de sa naissance en 1947. Et nous allons combiner cela avec le pouvoir, avec la juridiction nationale du FBI, en le plaçant au sein du DHS. Le DHS a donc été détourné de ses pouvoirs. Il a été habilité par le biais de cette obscure petite agence de cybersécurité à combiner les pouvoirs de la CIA à l'étranger avec les compétences du FBI à l'intérieur du pays. Et la façon dont ils ont fait cela, c'est par une drôle de petite série de ruses de commutation. Ainsi, cette petite chose appelée CISA, ils ne l'ont pas appelée l'agence de censure. Ils lui ont donné un petit nom obscur que personne ne remarquerait. Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures, dont le fondateur a déclaré « Nous ne nous occupons que de la sécurité, nous nous soucions tellement de la sécurité qu'elle figure 2 fois dans notre nom. » Et tout le monde a fermé les yeux et a fait comme si tout allait bien. Mais elle a été créée par une loi du Congrès en 2018 en raison de la menace perçue que la Russie avait soi-disant piraté l'élection de 2016, qu'elle l'avait physiquement piratée. Nous avions donc besoin d'une puissance en matière de cybersécurité pour être en mesure de faire face à cette situation. Et essentiellement à la suite d'un mémo de la CIA du 6 janvier 2017 et d'un décret du DHS du même jour, affirmant que la Russie avait interféré dans les élections de 2016 et d'un mandat du DHS disant que les élections étaient désormais des infrastructures critiques. Et vous aviez ce nouveau pouvoir au sein du DHS. Le DHS avait donc ce nouveau pouvoir de dire que les attaques de cybersécurité contre les élections étaient désormais de son ressort. Et puis ils ont fait 2 petites choses. D'une part, ils ont dit « Les informations en ligne sont une forme d'attaque de cybersécurité. Il s'agit d'une cyberattaque parce qu'elle se produit en ligne. Il y a de la désinformation russe et nous devons protéger la démocratie lors des élections. » Mais on n'a pas besoin d'une excuse russe puisque le Russiagate est terminé. Mais c'est ainsi qu'ils ont demandé à la Cybersecurity Agency de pouvoir légalement faire valoir que vos tweets sur les bulletins de vote postaux faisaient que vous sapez la confiance du public en tant que forme légitime de vote. Et vous étiez maintenant en train de mener une cyberattaque sur les infrastructures critiques américaines en articulant la désinformation sur Twitter. Et alors, ce qu'ils ont fait à l'époque, donc en d'autres termes, se plaindre de la fraude électorale reviendrait à faire tomber notre réseau électrique? Oui, vous pourriez littéralement être sur le siège de vos toilettes à 21h30 un jeudi soir et tweeter « Je pense que les bulletins de vote par correspondance sont illégitimes ». Vous seriez alors dans le collimateur du ministère de la Sécurité intérieure qui vous classerait dans la catégorie des cyberattaques contre les infrastructures essentielles des États-Unis parce que vous feriez de la désinformation en ligne dans le cyberespace. Et la désinformation est une cyberattaque contre la démocratie lorsqu'elle sape la foi et la confiance du public dans nos élections et nos institutions démocratiques. Il finirait par aller beaucoup plus loin. Il définirait les institutions démocratiques comme étant une autre chose qu'une attaque de cybersécurité pour saper la confiance. Et voilà que les médias sont considérés comme une institution démocratique. Ce qui a fini par se produire, c'est qu'avant l'élection de 2020, à partir d'avril 2020, vous avez eu ce DHS républicain, néoconservateur, jamais Trump. Et travaillant essentiellement avec l'OTAN du côté de la sécurité nationale et essentiellement avec le DNC pour utiliser le DHS comme point de départ d'une campagne de censure de masse coordonnée par le gouvernement couvrant toutes les plateformes de médias sociaux sur Terre afin de précensurer la capacité à contester la légitimité des bulletins de vote par correspondance. Voici comment ils ont procédé. Ils ont regroupé 4 institutions différentes. L'université de Stanford, l'université de Washington, une société appelée Graphica et le Conseil Atlantique.
Ces 4 institutions, leurs centres, étaient essentiellement des découpages du Pentagone. Il y avait l'Observatoire de l'Internet de Stanford. Il était dirigé par Michael McFaul. Si vous connaissez Michael McFaul, il était l'ambassadeur des États-Unis en Russie sous l'administration Obama. Il a personnellement rédigé un manuel en 7 étapes sur la manière d'orchestrer avec succès une révolution colorée qui consiste, en partie, à maintenir un contrôle total sur les médias et les médias sociaux, à renforcer les organisations de la société civile, à qualifier les élections d'illégitimes. Tous ces gens étaient des pro-Russia Gate, des professionnels de la délégitimation des élections en 2016. Ainsi, l'université de Stanford, l'observatoire de Stanford, sous Michael McFaul, était dirigé par Alex Stamos, qui était auparavant un cadre de Facebook, qui coordonnait avec le DNI et, en ce qui concerne le Russia Gate, pour faire tomber la propagande russe sur Facebook, ce qui est un autre lien à l'état de sécurité nationale. Sous la direction d'Alex Stamos, à l'observatoire de Stanford, se trouvait René DiResta, qui a commencé sa carrière à la CIA et a rédigé le rapport de la commission sénatoriale du renseignement sur la désinformation russe. L'institution suivante était l'université de Washington, qui est essentiellement l'université Bill Gates à Seattle, dirigée par Kate Starbird, qui est issue de 3 générations de gradés de l'armée et a obtenu son doctorat en informatique en temps de crise, faisant essentiellement de la surveillance des médias sociaux pour le Pentagone, obtenant un financement de la DARPA et travaillant essentiellement avec l'État de sécurité nationale, ensuite réorientée pour s'occuper des bulletins de vote par correspondance. La 3e entreprise, Graphica, a reçu 7 millions de dollars de subventions du Pentagone et a débuté dans le cadre de l'initiative Minerva du Pentagone. L'initiative Minerva est le centre de recherche sur la guerre psychologique du Pentagone. Ce groupe s'occupait de l'espionnage des médias sociaux et de la création narrative pour le Pentagone jusqu'à ce que l'élection de 2016 ait lieu, puis il a été réorienté vers un partenariat avec le département de la sécurité intérieure pour censurer 22 millions de tweets pro-Trump sur les bulletins de vote par correspondance. La 4e institution, comme je l'ai mentionné, est le Conseil Atlantique, qui compte 7 directeurs de la CIA au sein de son conseil d'administration. C'est exactement ce que Ben Rhodes a décrit sous l'ère Obama comme le courant dominant, l'établissement de la politique étrangère. Il s'agit à chaque fois du département de la Défense, du département de l'État ou de la CIA. Et bien sûr, c'est parce qu'ils étaient menacés par la politique étrangère de Trump. Ainsi, alors qu'une grande partie de la censure semble provenir de l'intérieur du pays, elle est le fait de coups bas de notre département à l'étranger. Et le courant dominant des révolutions colorées, qui sont des professionnels du gouvernement, qui ont ensuite été utilisés pour l'élection de 2020. Voici ce qu'ils ont fait. Ils ont explicitement dit que le chef de ce partenariat pour l'intégrité des élections, enregistré, ma fondation les a attrapés. L'enregistrement a été diffusé devant le Congrès. C'est une partie du procès Missouri contre Biden, mais ils ont explicitement dit sur l'enregistrement qu'ils avaient été utilisés pour faire ce que le gouvernement n'avait pas le droit de faire lui-même. Ils ont ensuite défini un cadre en plusieurs étapes afin de contraindre toutes les entreprises technologiques à prendre des mesures de censure. Ils ont déclaré sur l'enregistrement que les entreprises technologiques ne l'auraient pas fait sans leur pression, qui impliquait des menaces de recours à la force gouvernementale parce qu'ils étaient le bras armé du gouvernement. Ils avaient un partenariat formel avec le DHS. Ils ont pu utiliser le DHS comme un standard de désinformation domestique exclusif pour parler immédiatement aux hauts gradés de toutes les entreprises technologiques pour des éliminations. Ils se sont vantés sur l'enregistrement de la façon dont ils ont obtenu que les entreprises technologiques adoptent systématiquement une nouvelle interdiction pour violation des conditions de service appelée délégitimation, ce qui signifie que tout tweet, toute vidéo YouTube, tout post Facebook, toute vidéo TikTok, tout message Discord, toute vidéo Twitch, tout ce qui, sur Internet, sape la foi et la confiance du public dans l'utilisation des bulletins de vote par correspondance ou des boîtes de dépôt pour le vote anticipé ou des problèmes de tabulation des bulletins le jour de l'élection, était de premier abord une politique de violation des conditions de service dans le cadre de cette nouvelle politique de délégitimation qu'ils n'ont adoptée qu'en raison de la pression gouvernementale exercée par le partenariat pour l'intégrité des élections, dont ils se sont vantés sur des enregistrements
et en invoquant simultanément des menaces du gouvernement ou de cesser de faire des faveurs aux entreprises technologiques si elles ne le faisaient pas, ainsi qu'en induisant des relations publiques de crise en travaillant avec leurs alliés des médias. Et ils ont dit que le gouvernement, le DHS, ne pouvait pas faire cela lui-même. Ils ont donc mis en place cette constellation de réseaux du département d'État, du Pentagone et des réseaux d'intelligence pour mener cette campagne de pré-censure qui, selon leurs propres calculs, a donné lieu à 22 millions de tweets sur le seul réseau Twitter. Je crois que c'est sur 15 plateformes. Il s'agit de centaines de millions de messages qui ont tous été analysés et interdits ou dont la diffusion a été restreinte afin qu'ils ne puissent pas être amplifiés ou qu'ils existent dans une sorte de purgatoire à l'état limité, ou qui ont fait l'objet de frictions sous la forme d'étiquettes de vérification des faits, où il n'était pas possible de cliquer pour accéder aux informations. C'était impossible de pouvoir le partager. Ils ont fait cela 7 mois avant l'élection parce qu'à l'époque, ils s'inquiétaient de la légitimité perçue d'une victoire de Biden. Dans le cas d'une vague rouge, ils savaient que le seul moyen pour Biden de gagner mathématiquement était l'utilisation disproportionnée des bulletins de vote par correspondance par les démocrates. Ils savaient qu'il y aurait une crise parce qu'il serait extrêmement bizarre que si Trump semblait avoir gagné avec 7 États d'avance et que 3 jours plus tard, on apprenait qu'en fait, l'élection avait basculé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est pré-censurer la possibilité de remettre en question la légitimité de cette opération. Attendez, puis-je vous demander de faire une pause? Ce que vous suggérez, c'est qu'ils connaissaient le résultat de l'élection 7 mois avant qu'elle n'ait lieu? La situation n'est pas bonne. Oui, Mike, elle n'est pas bonne du tout. Surtout quand vous combinez cela avec le fait que c'est juste après la destitution menée par le Pentagone et la CIA. C'est Eric Ciaramella de la CIA et les Windmans du Pentagone qui ont mené la destitution de Trump à la fin de l'année 2019 à cause d'un appel téléphonique présumé concernant la suspension de l'aide à l'Ukraine. Ce même réseau, issu directement du Pentagone, réseau de censure militaire de guerre hybride créé après la première crise ukrainienne en 2014, il s'agit des principaux acteurs de la destitution de l'Ukraine en 2019. Puis, ils sont revenus en force dans le cadre de l'opération de censure des élections de 2020. Mais de leur point de vue, cela ressemble certainement au crime parfait. Il s'agit de personnes du DHS qui, à l'époque, avaient fédéralisé une grande partie de l'administration nationale des élections par le biais de l'ordre exécutif du 6 janvier 2017 de Jeh Johnson, le chef sortant du DHS d'Obama, qui a intégré les 50 États dans un partenariat formel du DHS. Le DHS était donc simultanément en charge de l'administration de l'élection à bien des égards et de la censure de quiconque contestait l'administration de l'élection. C'est comme si l'accusé d'un procès était le juge et le jury du procès. Mais vous ne décrivez pas la démocratie, vous décrivez un pays dans lequel la démocratie est impossible. Ce que je décris essentiellement, c'est un régime militaire. Ce qui s'est passé avec la montée de l'industrie de la censure, c'est une inversion totale de l'idée même de la démocratie. La démocratie tire en quelque sorte sa légitimité de l'idée qu'il s'agit d'un gouvernement par consentement du peuple qui gouverne. En d'autres termes, il ne s'agit pas vraiment d'être gouverné par un chef, car le gouvernement n'est en fait que notre volonté exprimée par notre consentement à l'égard des personnes pour lesquelles nous votons. Toute la pression après l'élection de 2016, après le Brexit et après quelques autres élections gérées par les médias sociaux qui se sont déroulées dans le mauvais sens, ce que le département d'État voulait comme l'élection philippine de 2016, c'était inverser complètement tout ce que nous décrivions comme étant les fondements d'une société démocratique, afin de faire face à la menace de la liberté d'expression sur Internet. Ce qu'ils ont dit en substance, c'est que nous devons redéfinir la démocratie pour qu'elle ne repose plus sur la volonté des électeurs, mais sur le caractère sacré des institutions démocratiques. Et qui sont les institutions démocratiques ?
Ah, c'est nous, c'est l'armée, c'est l'OTAN, c'est le FMI et la Banque mondiale. Ce sont les médias grand public, les ONG. Et bien sûr, ces ONG sont en grande partie financées par le département d'État ou l'intelligence. Il s'agit de tous les établissements de l'élite qui étaient menacés par la montée du populisme national et qui ont déclaré que leur propre consensus était la nouvelle définition de la démocratie. En effet, si l'on définit la démocratie comme étant la force des institutions démocratiques plutôt que la volonté des électeurs, on se retrouve alors avec une démocratie qui n'est que l'architecture de la construction du consensus au sein des institutions démocratiques elles-mêmes. Et de leur point de vue, cela demande beaucoup de travail. La quantité de travail que ces gens font. Par exemple, nous avons mentionné le Conseil atlantique, qui est l'un de ces grands mécanismes de coordination pour l'industrie pétrolière et gazière d'une région, pour les finances de la région et les JP Morgan et BlackRock, pour les ONG de la région, pour les médias de la région. Tous ces acteurs doivent parvenir à un consensus. Et ce processus prend beaucoup de temps. Il faut beaucoup de temps et de négociations. De leur point de vue, c'est cela la démocratie. La démocratie consiste à faire en sorte que les ONG soient d'accord avec BlackRock, avec le Wall Street Journal, avec les communautés et les groupes d'activistes qui se sont ralliés à une initiative particulière. Et c'est le difficile processus de construction du vote de leur point de vue. En fin de compte, une bande de groupes populistes décide qu'ils préfèrent un chauffeur de camion populaire sur TikTok au consensus soigneusement établi par des hauts gradés de l'OTAN. De leur point de vue, il s'agit alors d'une attaque contre la démocratie. Et c'est là tout l'enjeu de cet effort d'image de marque. Et bien sûr, la démocratie a ce prédicat magique de changement de régime, où la démocratie est le mot magique pour pouvoir renverser les gouvernements à partir d'une base de révolution colorée, un effort de toute la société pour renverser un gouvernement démocratiquement élu de l'intérieur. Par exemple, comme nous l'avons vu en Ukraine, Viktor Yanukovych a été démocratiquement élu par le peuple ukrainien, qu'on l'aime ou qu'on le déteste. Je n'aimais même pas l'opinion à ce sujet. Mais le fait est que nous l'avons démis de ses fonctions par une révolution colorée. Et pour être franc, on l'y a fait le 6 janvier en quelque sorte. Le département d'État a financé des voyous d'extrême droite. 5 milliards de dollars d'argent de la société civile pour renverser un gouvernement démocratiquement élu au nom de la démocratie. Ils ont ramené cet ensemble de compétences particulières chez nous. Et maintenant, c'est ici et potentiellement pour y rester. Cela a fondamentalement changé la nature de la gouvernance américaine à cause de la menace d'une petite voix qui devient populaire sur les médias sociaux. Permettez-moi de vous poser une question. Dans ce groupe d'institutions qui, selon vous, définissent maintenant la démocratie, les ONG, l'établissement de la politique étrangère, vous avez inclus les médias grand public. En 2021, la NSA s'est introduite dans mes applications de texte privés, les a lues et les a ensuite divulguées au New York Times contre moi. Cela m'est arrivé à nouveau la semaine dernière. Je me demande à quel point ils sont au courant que les agences de renseignement collaborent avec des médias dits grand public, comme le New York Times, pour nuire à leurs adversaires. Eh bien, c'est la fonction de ces organisations non gouvernementales et de ces groupes de réflexion interstitiels financés par le gouvernement. Par exemple, nous avons mentionné le Conseil de l'Atlantique, qui est le groupe de réflexion de l'OTAN. Mais d'autres groupes, comme l'Institut Aspen, qui tire la plus grande partie de son financement du département d'État et d'autres agences gouvernementales, eh bien, l'Institut Aspen a été pris en flagrant délit de censure de l'ordinateur portable de Hunter Biden. Il y a eu cette situation étrange où le FBI était au courant de la publication imminente de l'histoire de l'ordinateur portable de Hunter Biden. Et puis, comme par magie, l'Institut Aspen, qui est dirigé essentiellement par d'anciens membres de la CIA, de la NSA et du FBI, ainsi que par un certain nombre d'organisations de la société civile, a organisé une simulation de censure des parties prenantes, une conférence de 3 jours. Et on l'a su, Yoel Rost était là. C'est un élément important des fuites des Twitter files et cela a été mentionné dans de nombreuses enquêtes du Congrès. Mais d'une manière ou d'une autre, l'Institut Aspen, qui est en fait un appendice de l'État de sécurité nationale, a obtenu exactement
exactement les mêmes informations que celles que l'État de sécurité nationale a espionnées. Pour les obtenir, ils ont espionné les journalistes et les personnalités politiques et en plus de cela, ils les ont divulguées, mais ils ont ensuite fait une simulation de censure coordonnée en septembre, 2 mois avant l'élection, afin que, tout comme la censure des bulletins de vote par correspondance, qu'ils soient prêts à précensurer toute personne en ligne amplifiant une nouvelle qui n'avait même pas encore été publiée. L'Institut Aspen, soit dit en passant, j'ai passé ma vie à Washington. Walter Isaacson, anciennement de Time Magazine, l'ancien président de CNN. Je n'avais aucune idée qu'il faisait partie de l'État de sécurité nationale. Je n'avais aucune idée que son financement provenait du gouvernement américain. C'est la première fois que j'entends cela. Mais en supposant que ce que vous dites soit vrai, il est un peu étrange que Walter Isaacson ait quitté l'Institut Aspen pour écrire une biographie d'Elon Musk. C'est étrange. Oui, je ne sais pas, je n'ai pas lu le livre. D'après ce que j'ai entendu des gens, c'est un traitement plutôt juste. Ce n'est juste qu'une spéculation totale. Mais je soupçonne que Walter Isaacson s'est débattu avec cette question et qu'il ne s'est peut-être même pas fixé sur un point précis, dans le sens où, vous savez, Walter Isaacson a fait une série d'interviews de Rick Stengel, en fait, avec l'Atlantic Council. Dans d'autres cas, où il a interviewé Rick Stengel spécifiquement sur la question de la nécessité de se débarrasser du premier amendement et de la menace que la liberté d'expression sur les médias sociaux faisait peser sur la démocratie. À l'époque, j'étais très inquiet. C'était en 2017 et 2019 lorsqu'il a donné ses interviews à Rick Stengel. J'étais très inquiet parce qu'Isaacson exprimait ce qui me semblait être un point de vue très sympathique sur Rick Stengel. Vous savez, la perspective de tuer le premier amendement. Il n'a pas formellement approuvé cette décision, mais cela m'a rendu très méfiant à l'égard d'Isaacson. Mais ce que je dois dire, c'est qu'à l'époque, je ne pense pas que beaucoup de gens, en fait, je ne connais pratiquement personne dans le pays qui avait la moindre idée de la profondeur du terrier du lapin en ce qui concerne la construction de l'industrie de la censure et de la profondeur des tentacules qui s'étaient développés au sein de l'armée, de l'État de sécurité nationale, afin de construire et de consolider une grande partie de cela. Et franchement, cela n'a même pas été révélé au public jusqu'à l'année dernière. Vous savez, une partie de cela a été galvanisée par l'acquisition par Elon Musk des dossiers de Twitter et par la rotation des républicains à la Chambre qui a permis ces multiples enquêtes, les procès comme Missouri contre Biden dans le processus de découverte. Et vous savez, de multiples autres choses, comme le Bureau de la gouvernance de la désinformation, qui, soit dit en passant, est dirigé par intérim par Nina Zankowicz, qui a fait ses débuts dans l'industrie de la censure à partir de ce même réseau clandestin de censure de la communauté du renseignement, créé après la situation en Crimée en 2014. Nina Zankowicz, lorsque son nom est apparu en 2022, fait partie du conseil de gouvernance de la désinformation. J'ai failli tomber de ma chaise parce que je suivais le réseau de Nina depuis presque 5 ans à ce moment-là. Quand son nom est apparu comme faisant partie de la cellule interne britannique d'une opération clandestine de censure de l'Internet appelée Integrity Initiative, qui a été créée par le ministère britannique des Affaires étrangères et soutenue par l'unité des affaires politiques de l'OTAN, afin de mener à bien ce dont nous avons parlé au début de ce dialogue, l'OTAN, une sorte d'inoculation psychologique et la capacité de tuer la soi-disant propagande russe ou les groupes politiques émergents qui voulaient maintenir des relations énergétiques avec la Russie à un moment où les États-Unis essayaient de tuer le nord-ouest de l'Europe. Les États-Unis essayaient de tuer le Nord Stream et d'autres réseaux dans le domaine des gazoducs. C'est ce qu'ils ont fait. Nina Zankowicz faisait partie de ce groupe. Et qui l'a dirigé après la chute de Nina Zankowicz? C'est Michael Chertoff. Et Michael Chertoff dirigeait le cybergroupe de l'Institut Aspen. Et l'Institut Aspen a ensuite été le simulateur de censure pour l'histoire de l'ordinateur portable de Hunter Biden. 2 ans plus tard, Michael Chertoff est à la tête du comité de gouvernance de la désinformation, après que Nina a été contrainte de se retirer. Bien sûr, Michael Chertoff était le président de la plus grande entreprise militaire d'Europe, BAE Military.
Vous m'avez tellement époustouflé au cours de cette conversation que je vais avoir besoin d'une sieste juste après. J'ai donc encore 2 questions à vous poser, l'une courte, l'autre un peu plus longue. La plus courte s'adresse aux personnes qui ont réussi à tenir bon jusqu'ici, au bout d'1 heure, et qui veulent en savoir plus sur ce sujet. J'espère d'ailleurs que vous reviendrez chaque fois que vous aurez le temps d'explorer les différents aspects de l'histoire. Mais pour les personnes qui veulent faire des recherches par elles-mêmes, comment peut-on trouver vos recherches sur Internet ? Notre fondation est, tout attaché, foundationforfreedomonline.com. Nous publions toutes sortes de rapports sur tous les aspects de l'industrie de la censure, depuis ce dont nous avons parlé à propos du rôle du complexe militaro-industriel dans la sécurité nationale, jusqu'à ce que les universités font pour ce que j'appelle parfois MK ultra numérique. Il y a le domaine de la science de la censure et comment ces méthodes de manipulation psychologique sont financées afin de pousser les gens vers des systèmes de croyances différents, comme ils l'ont fait avec le Covid, comme ils l'ont fait avec toutes les questions sensibles, ce qu'ils avaient essentiellement l'ambition de faire. Mais mon site foundationforfreedomonline.com est un moyen. L'autre moyen est juste sur X. Mon pseudo est Mike Benz Cyber. Je suis très actif et je publie beaucoup de vidéos et d'écrits sur le sujet. Je pense que c'est l'une des questions les plus importantes dans le monde d'aujourd'hui. Certainement. Et cela m'amène directement à ma dernière question qui porte sur X. Et je ne dis pas ça parce que j'y publie du contenu, mais je pense objectivement que c'est la plus grande plateforme qui est ouverte et gratuite. Vous y publiez aussi, mais vous savez, nous sommes au tout début d'une année électorale avec 2 guerres différentes qui se déroulent simultanément en 2024. Pensez-vous que cette plateforme pourra rester libre pendant toute cette année ? Il est soumis à une pression extraordinaire et cette pression va continuer à monter à l'approche des élections. Elon Musk est un individu unique et il a une signature unique, peut-être quand il s'agit de l'état de sécurité nationale. Parce que l'état de sécurité nationale est en fait assez dépendant des propriétés d'Elon Musk, que ce soit pour l'électricité, vous savez, la sorte de révolution verte quand il s'agit de Tesla, et de la technologie des batteries quand il s'agit de SpaceX. Le département d'État est extrêmement dépendant de l'espace en raison de son incroyable présence pionnière et omniprésente dans le domaine des satellites en orbite basse qui, fondamentalement, sont à la base du fonctionnement de notre système de télécommunication avec des choses comme Starlink. L'État chargé de la sécurité nationale dépend d'Elon Musk. Je ne suis pas sûre qu'ils auraient autant de marge de manœuvre pour négocier s'il était devenu l'homme le plus riche du monde en vendant de la limonade. Et si l'État de sécurité nationale se montre trop dur avec lui, en invoquant quelque chose comme le Comité pour l'investissement étranger aux États-Unis, pour nationaliser certaines de ses propriétés, je pense que l'onde de choc que cela enverrait à la communauté internationale des investisseurs serait irrécupérable à un moment où nous sommes engagés dans une compétition entre grandes puissances. Vous savez, ils essaient d'induire une sorte de changement de régime d'entreprise par le biais d'une série de choses impliquant une sorte de mort par 1000 petites coupures. Je pense qu'il y a 7 ou 8 enquêtes différentes du ministère de la Justice sur les propriétés d'Elon Musk qui ont toutes commencé après son acquisition de X. Mais ce qu'ils essaient de faire maintenant, c'est ce que j'appelle l'attaque transatlantique 2.0. Vous savez, nous avons parlé dans ce dialogue de la façon dont l'industrie de la censure a vraiment démarré lorsqu'un groupe d'exilés du département d'État qui attendaient des promotions ont utilisé leurs compétences spéciales pour contraindre les pays européens à adopter des sanctions pour couper leurs propres jambes afin d'adopter des sanctions contre la Russie. Ils ont repris la même recette en organisant un spectacle itinérant en faveur de la censure plutôt que des sanctions. Nous assistons maintenant à une attaque du flanc transatlantique 2.0 parce qu'ils ont perdu une grande partie de leur pouvoir de gouvernement fédéral pour mener cette même opération de censure qu'ils ont menée de 2018 à 2022, en partie parce que la Chambre des représentants s'est totalement retournée contre eux, en partie à cause des médias, en partie parce que l'affaire Missouri versus Biden, qui a emporté un succès retentissant en interdisant la censure gouvernementale au niveau du tribunal de la première instance et de la Cour d'appel, est maintenant devant la Cour suprême. Ils ont maintenant adopté 2 stratégies. L'une d'entre elles consiste à adopter des lois de censure au niveau de l'État. La Californie vient d'adopter une nouvelle loi que l'industrie de la censure
censure a totalement piloté du début à la fin autour de... Il l'appelle la responsabilité de la transparence de la plateforme qui oblige Elon Musk à donner le type de données de cartographie narrative que ces conduits de la CIA et ces découpages du Pentagone utilisaient pour créer des armes de suppression massive, ces capacités à tout censurer à grande échelle parce qu'ils avaient toutes les données internes de la plateforme. Elon Musk leur a retiré cette possibilité. Ils utilisent les lois des États comme la nouvelle loi californienne pour ouvrir cette voie. Mais la principale menace actuelle est celle de l'Europe avec ce qu'on appelle la loi sur les services numériques de l'UE qui a été élaborée en tandem avec des gens comme NewsGuard qui est dirigé par Michael Hayden, chef de la CIA et de la NSA. Rick Stengel fait partie de ce conseil, du bureau de la propagande du département d'État, Tom Ridge du département de la sécurité intérieure et Anders Fogh Rasmussen fait partie de ce conseil. Il était le secrétaire général de l'OTAN sous l'administration Obama. Ainsi, l'OTAN, la CIA, la NSA, des généraux 4 étoiles, le DHS et le département d'État travaillent avec l'UE pour élaborer les lois sur la censure qui constitue aujourd'hui la plus grande menace existentielle pour X. Et l'UE est un marché plus important pour X que les États-Unis. Il n'y a que 300 millions de personnes aux États-Unis contre 450 millions en Europe. X est désormais contraint de se conformer à cette toute nouvelle loi qui vient d'être ratifiée cette année, en vertu de laquelle il doit soit renoncer à 6% de son chiffre d'affaires annuel mondial pour y maintenir ses activités, soit mettre en place le genre de pare-choc de la CIA, si vous voulez, que j'ai décrit, afin de disposer d'un mécanisme interne pour censurer tout ce que l'UE considère comme étant de la désinformation. Et vous pouvez parier qu'avec 65 élections dans le monde cette année, vous pouvez prédire à chaque fois ce qu'ils vont définir comme de la désinformation. C'est donc le principal combat à l'heure actuelle. Il s'agit de faire face à l'attaque transatlantique depuis l'Europe. Je l'ai dit 5 fois, mais c'est l'une des histoires les plus remarquables que j'ai jamais entendues. Et je vous suis reconnaissant de nous l'avoir racontée. Mike Benz, directeur exécutif de la Fondation pour la liberté en ligne. J'espère que nous nous reverrons. Thanks, Tucker. Free speech is bigger than any one person or any one organization. Societies are defined by what they will not permit. What we're watching is the total inversion of virtue.